Je suis très content d'être là pour vous partager 2-3 éléments. Alors, pour ma part, je ne parlerai pas des SPR, etc. Je vais remonter un petit peu en arrière, vraiment au moment finalement où se formulent et sont adoptées les premières législations du patrimoine. Et plutôt à côté, c'est un moment assez crucial, hein, ce tournant du XXe siècle, où d'une part sont abattues une grande partie des fortifications européennes, mais d'un autre côté, où d'autres sont défendues. Et ce que j'aimerais un petit peu voir avec vous, c'est à ce moment-là, quels sont les arguments des uns et des autres, que ce soit en faveur de la destruction ou de la conservation. Et puis, si jamais on conserve, qu'est-ce qu'on conserve? Et au fond, qu'est-ce que cela fait à ces anciennes fortifications? Voilà, alors c'est une approche assez globale, hein, assez vaste. Il y a une bibliographie infinie sur le sujet et encore d'actualité, puisque j'ai trouvé une journée d'études qui a eu lieu l'année dernière dans les Hauts-de-France. Vous avez plein de publications. Moi, je vais m'attacher à quelques cas emblématiques choisis entre la France et l'Italie pour faire écho au projet Murus. Alors, j'ai un déroulement assez ingénu. Je commence à poser la question, pourquoi on démolit? Pourquoi on démolit et qu'est-ce qui fait que finalement, au XXe siècle, la quasi-totalité des fortifications urbaines européennes ont disparu? Pourquoi ils démolissent? C'est pas si évident parce que ça coûte cher de démolir. Ça demande du travail. Donc c'est qu'il y a bien une raison dans laquelle on peut être fier. Là, je vous mets une image que j'évoquerai par la suite. Un de mes cas principaux d'études sera celui de la ville de Bologne, au tournant du XXe siècle. Et vous avez quelqu'un, un ingénieur, architecte, un Giuseppe Ceri, qui est assis, hein, qui pose très fièrement, la pioche à la main, le nom de son journal qu'il développe à côté, la Strilia, et très fier, hein, d'avoir remporté cette bataille de la démolition contre d'autres protecteurs. Alors, bien évidemment, là j'enfonce quelques portes ouvertes, mais encore faut-il le dire, hein, on démolit avant tout parce que il y a une perte d'utilité au fond de ces fortifications, une inutilité, une obsolescence à la fois d'un point de vue militaire, alors qui se développe longtemps dans le temps, mais qui est encore renforcée dans les années 1880. Parfois on parle de la crise de l'obus-torpille, hein, dans les années 80. Puisque l'avancée et les nombreuses découvertes en termes d'obus torpilles rendent les enceintes en maçonnerie de plus en plus inefficaces et font que finalement les instances et les institutions militaires abandonnent ou pensent à d'autres types de défense. Inutilité de la fonction militaire et puis aussi de l'autre fonction, elle a déjà été évoquée par le professeur Mancini d'abord, hein, c'est la fonction de barrière d'octroi, la fonction souvent liée à lever des taxes et des impôts, qui elle aussi est abandonnée dans ces années-là. Ce qui fait que bien souvent, c'est dans ces mêmes années que l'on assiste à un transfert de propriété. Transfert de propriété depuis souvent des institutions militaires vers les institutions communales, et que cela commence à peser très lourd sur le budget des institutions communales, que l'entretien des fortifications relève d'un coût élevé. Ceci dit, quand on lit les débats de l'époque, ce n'est pas tellement cette obsolescence qui est mise en avant. Ce qui est vraiment mis en avant en permanence, c'est le sentiment d'être corseté, d'avoir quelque chose qui empêche l'extension urbaine. C'est lié au fond à l'explosion démographique européenne des villes au XIXe siècle et à la nécessité des villes de s'agrandir. Alors, vous avez dit que je parlais de l'Italie et de la France, je vous montre juste un autre cas parce qu'il est ultra célèbre dans tous les manuels, bien sûr, de l'urbanisme. C'est celui de la ville de Vienne. La ville de Vienne avec des fortifications importantes et très stratégiques, hein, face à l'Empire ottoman, qui se construit par différentes fortifications différentes et encore au début du XVIIIe siècle, et où on voit à quel point finalement on a deux villes qui cohabitent, mais qui sont vraiment détachées l'une de l'autre. Et ça devient le cas dans beaucoup de villes, entre la ville haute, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui le centre-ville, et les faubourgs. Au fond, il y a encore le glacis, il y a encore la zone non édificandie, mais au-delà, la ville continue.
Donc il y a ces remparts qui sont vécus comme une coupure, comme une cicatrice à l'intérieur d'une ville, et une cicatrice qui ne correspond pas finalement à la limite de la ville. Donc ce sentiment d'être à l'étroit, d'être prisonnier, c'est aussi un terme qu'on retrouve très souvent, est l'argument le plus utilisé pour développer le territoire. Et donc effectivement, à l'exemple à Vienne, d'abord on va en faire des jardins d'agrément, quand ça ne sert plus de défense militaire, et puis, et ça va être aussi un des modèles réemployés un peu partout en Europe, hein, c'est la destruction des remparts décidée par François-Joseph et la construction du Ringstrasse, du boulevard annulaire. Et donc se pose la question finalement de cette extension, de ce lien entre ville ancienne et ville nouvelle, entre les faubourgs et le centre historique, en travers un boulevard annulaire, des quartiers d'extension, et alors ce n'est pas vraiment le cas ici, mais bien souvent aussi des percées dans le centre-ville. Cela, l'extension, hein, on va vouloir relier de la manière la plus efficace la partie extérieure et la partie intérieure, à la fois à travers des places, mais aussi à travers en pénétrant dans le tissu ancien, dans le tissu principalement médiéval. Alors c'est une volonté de s'agrandir d'un point de vue matériel, mais là aussi, tout à l'heure on a parlé de côté immatériel aussi, il y a aussi un côté symbolique, si vous voulez, c'est-à-dire que dans le discours, dans la presse, où l'on voit que ces villes sont présentées comme corsetées, elles le sont d'un point de vue effectivement de l'extension urbaine, du lotissement, de la besoin d'agrandir la ville, mais aussi d'une façon de vouloir devenir une grande ville, une capitale. L'exemple toujours cité étant Londres, Paris et Vienne, souvent dans ces années-là. Il faut une ville qui s'ouvre, qui circule, et où on circule non seulement les hommes, mais aussi les idées, les capitaux. Donc cela arrive en général avec l'arrivée de la gare, qui est un moment où on commence à percer les fortifications, et puis au-delà, une modernité qui passe par cette libération. Alors pour revenir en Italie, hein, juste voilà un des exemples typiques de cette disparition des fortifications par argument de modernité, c'est Florence. Florence qui adopte un plan en 1864 alors qu'elle va devenir pour quelques années capitale de l'Italie, et qui envoie son architecte à Paris étudier les travaux d'Haussmann, qui étudie aussi les travaux londoniens, mais contrairement à Haussmann, le plan de modernisation de la ville de Florence, dans un premier temps, n'est pas un plan qui se fait sur la ville ancienne, mais un plan d'extension, qui, quelque part, épargne le patrimoine, si ce n'est, à l'exception des fortifications. Donc, c'est un plan qui se construit autour de la ville, avec un boulevard annulaire, des places souvent circulaires, qui permet de sortir la ville de ses fortifications. Bon, il y aura dans un second temps un autre plan de modernisation à l'intérieur du centre historique de Florence, hein, qui sera lui aussi très violent sur le tissu historique. Voilà, donc cette volonté d'être moderne, de faire moderne, de circuler dans cet âge du capitalisme bourgeois, si vous voulez, avec cette idée vraiment de la fluidité, des gens, des capitaux, de ces villes, hein, qui est un peu le maître mot de l'urbanisme de l'époque. Alors, circuler est un autre argument très souvent avancé, et je reviens sur Bologne, hein, dont je vous reparlerai plusieurs fois, c'est celui de l'hygiénisme. On considère, là c'est vraiment un argument que mettent en avant les édiles et la presse à l'époque, on considère que les enceintes enferment l'air, et dans cette ville, hein, ces villes qui souffrent beaucoup, notamment des épidémies de choléra tout au long du XIXe siècle, on pense que les enceintes intensifient les épidémies. Et dans cette circulation, hein, comme à Paris, on circule les hommes, l'eau et l'air. Donc l'air est là pour circuler et pour nettoyer la ville des épidémies. C'est un argument qui est vraiment mis en avant dans beaucoup de campagnes pour détruire les bâtiments. Alors dans le cas de Bologne, qui me sert de transition, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on avance le côté de la circulation, de l'extension urbaine, de l'hygiénisme, par d'abord un pouvoir communal conservateur, et des élections changent le bord politique de Bologne. Finalement, c'est une mairie progressiste, hein, au début du XXe siècle qui arrive au pouvoir.
mais qui n'interrompt pas du tout la destruction. Au contraire, elle accélère. Cette fois-ci pour un autre argument. Et à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'on a autant de photographies, je vous en montre plusieurs, hein, à Bologne de la destruction des remparts. C'est pour donner du travail aux main-d'œuvre et aux classes prolétaires. Donc les mairies finalement progressistes, notamment en Italie, vont utiliser l'argument de la démolition pour donner, face à la montée du chômage, hein, pour donner du travail aux classes prolétaires. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a énormément de photographies et peut-être, je pense que celle de droite n'est pas forcément la plus représentative parce qu'en général, on voit toujours les ouvriers sur les remparts. Hein. Donc on voit, et puis surtout, on voit cette masse humaine, hein, pour montrer à quel point ça embauche des bras. Et ça, c'est un des arguments mis en avant. Donc vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, quand vous avez à la fois finalement tout le bord politique contre vous, plus une classe bourgeoise propriétaire qui voit bien évidemment toute une opportunité de développement foncier, voire de spéculation foncière sur tous ces terrains, c'est bien compliqué de se battre pour la conservation de ces fortifications. Néanmoins, pourquoi conserver? Bon, voilà, je vous ai dit, c'est assez basique, un peu ingénu comme plan, mais au moins, j'espère que c'est un peu efficace. Alors, quels arguments on met en avant pourquoi finalement certaines enceintes ont survécu? Ou certains bouts d'enceintes ont survécu, parce qu'on peut se dire que face à tous ces arguments économiques, d'inutilité quelque part aussi, il n'y avait pas tellement de raisons pour que ces constructions survivent. Alors, pourquoi elles ont survécu? Bien souvent pour des raisons contingentes. Alors, je ne vais pas revenir sur le cas romain, qui était très bien traité, et puis j'aurais peur de dire des bêtises par rapport à mes illustres collègues, mais Rome, si Rome a longtemps survécu, certes, c'est pour ses origines antiques, et très rapidement, finalement, c'est une des premières qui est considérée comme un monument, mais c'est aussi parce que, là je vous montre pas vraiment le premier plan, mais le premier plan adopté et mis en œuvre de Rome, plan régulateur de 1883, c'est qu'en fait l'extension se fait intramuros. L'extension urbaine, le lotissement de la ville de Rome va se faire principalement sur les villas urbaines, sur les vignes, les anciennes vignes, donc finalement on a de la place à Rome. On a de la place et on va plutôt lotir hein, les villas d'époque moderne, les jardins. Bon, ça c'est le plan Viviani qui n'a pas été suivi comme la plupart des plans régulateurs italiens, mais en tout cas c'était la volonté. À Bologne, on a un cas très intéressant puisqu'on a une ville qui longtemps a été vue comme un petit peu moribonde. On était dans les états de la papauté, c'était une ville peu dynamique au milieu du 19e siècle et puis qui commence à devenir vraiment une ville centrale dans une vision culturelle. Hein. Vous savez, c'est la plus ancienne université au monde et donc elle s'impose autour de cet renouveau de l'université hein, comme une des capitales culturelles et intellectuelle de l'Italie après l'unification. À Bologne, on a, vous voyez, donc, de façon assez classique, hein, 3 enceintes successives, dont la dernière, ici en bleu, date du XIIIe, XIVe siècle. Elle est très bien conservée jusque dans les années 1880. Néanmoins, un plan régulateur là, de 1889 décide de démolir l'entièreté des fortifications et des portes, hein, des 12 portes de ces remparts qui font presque 8 km de long. Et là, on va avoir tout un front de gens qui se battent et qui s'élèvent contre cette destruction. Le plus important étant quelqu'un d'assez génial, à mon avis, qui s'appelle Alfonso Rubiani, qui était un architecte, autodidacte, restaurateur, qui a restauré en fait énormément des édifices de Bologne. Qui a derrière lui tout un groupe d'artistes qui travaillent avec lui. Il part de l'église franciscaine, San Francesco, et puis c'est lui qui en fait met tous les crénellages que vous avez à Bologne, hein, sont en fait pratiquement construits par Rubiani. Ce qu'on lui a beaucoup reproché par la suite, hein, de faire du faux historique, mais bon, ça serait un autre débat. Rubiani se bat dans toutes les instances municipales ou autres. Il convoque, il fait des pétitions à l'échelle nationale, voire internationale, pour essayer de sauver ses remparts.
Et notamment, il va se rendre dans la Deputazione di Storia Patria, qui est une société savante très importante, où il fait un discours pour essayer de les convaincre de se mobiliser avec lui contre la destruction. Ça sera inutile, hein, puisqu'il ne vote pas. La société savante refuse de prendre parti avec lui. Mais dans ce discours, qui est publié, qu'on retrouve d'ailleurs, si ça vous intéresse, en ligne assez facilement, il développe tous les arguments. Le premier argument, qui est tout à fait en ligne avec la première législation patrimoniale, hein, c'est celle de l'importance historique. Mais une importance historique, en fait, il déroule toute l'histoire de Bologne en lien avec les remparts. Donc il va montrer comment ces bâtiments ont été le témoin de l'histoire. Donc on a la première vocation, la première, si vous voulez, le critère de sauvegarde patrimoniale, même si le terme est anachronique, c'est d'avoir été le témoin d'événements historiques majeurs. Donc c'est à travers des événements historiques majeurs, à travers des écrivains, des artistes qui ont pu les représenter, que cette construction aurait gagné un statut, hein, qui mérite d'être conservé. Bon, ce second argument, c'est qu'il démontre complètement l'argument d'hygiénisme, hein, en expliquant que ça ne marche pas. Il prend des arguments de topographie, il prend aussi des études faites par un médecin qui a prouvé que la dernière épidémie de choléra avait été plus mortifère à l'extérieur des remparts qu'à l'intérieur des remparts. Il retourne aussi un argument qui disait en fait, regardez, ces constructions sont des constructions barbares. C'est ceux qu'écrivaient, hein, les gens qui voulaient les détruire pour lotir et pour construire des maisons à la place. Mais en fait, lui, il en fait une sorte de parallélisme historique en disant, mais non, regardez, c'est la même chose que détruire les temples de l'Antiquité pour en faire de la chaux. Donc les vrais barbares, ce sont les destructeurs. Il emploie, ça c'était, je vous l'ai déjà un petit peu dit, mais le rôle des artistes, on a vu les doutistes il y a un peu plus tôt, hein, mais des artistes, des représentations sont aussi très importants, hein, dans une certaine image de cette ville. Et puis, ça c'est peut-être un des points sur lesquels j'aimerais insister, c'est dans le début de son discours, bon, vous n'allez pas lire grand-chose, mais là, il dit, hein, les motifs, c'est l'estetica della città. Et le fait qu'il mette cela en italique, ce n'est pas innocent, parce que quand il parle d'esthétique de la ville, en fait, il se réfère à un courant international bien précis, qui est celui qui est notamment dirigé par le maire, le bourgmestre, hein, de Bruxelles, hein, Charles Buls, qui a publié quelques années auparavant l'esthétique des villes. Et en fait, il s'insère dans un débat international de l'urbanisme à cette époque-là, on va dire de la période post-haussmannienne, entre finalement qui doit s'occuper des villes. Est-ce que c'est l'ingénieur hygiéniste ou bien est-ce que c'est plutôt le sentiment artistique, l'architecte, artiste, hein, qui doivent s'occuper des villes. Donc après les travaux du Second Empire à Paris, mais qui se répercutent un peu partout, hein, on a vraiment beaucoup de gens qui critiquent les percées, aussi cette mainmise des ingénieurs et des médecins sur le devenir des villes. Et donc, Charles Buls, lui, non seulement il publie ce livre, hein, qui a un succès immédiat, il est réédité dès le deuxième année, mais il est à l'origine de tout un ensemble de congrès internationaux, de l'art public, qui, au tournant du siècle, hein, diffusent ces idées que finalement, la ville est aussi une œuvre d'art, et que n'est pas tellement un monument, il ne faut pas s'intéresser uniquement aux monuments isolés, et là je fais une petite transition peut-être sur ce qui se dira juste après, mais plutôt à un sentiment artistique. Alors ça vient aussi d'une vision qui a été très fortement développée chez les Anglais dans le courant de John Ruskin, hein, d'un sentiment artistique de la ville dans son ensemble, et que ce n'est pas juste les monuments les plus prestigieux qui font le caractère artistique d'une ville. Alors, on sait qu'il a lu Charles Buls, on ne sait pas s'il a lu l'autre grand défenseur de ce courant-là, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Camillo Ziete, qui est un Viennois, et qui publie dans un livre qui a aussi été traduit assez rapidement dans plusieurs langues, hein, Der Stadtbau, sur l'art de bâtir les villes selon ses fondements artistiques. Donc, lui, vraiment, hein, s'insère dans ce courant, en tout cas, de l'esthétique des villes, mais de manière, finalement, comme je vous l'ai déjà anticipé, hein,
dans cette bataille, il la perd. Il la perd. En bleu, ce sont toutes les parties des enceintes, des fortifications qui sont détruites. En fait, il la perd en partie, puisque à partir de 1902, les fortifications sont détruites. Et en 1903, il y a un nouveau débat concernant les portes. Et cette fois-ci, il arrive à sauvegarder 10 portes sur 12 des enceintes de Bologne. Mais voilà, il y a tout un ensemble, même de cartes postales assez violentes contre lui, qui essayent de le diffamer. Allez, on le chasse à coups de pied, ça suffit. Et parfois des articles très violents dans la presse à l'époque. Alors on va l'accuser d'avoir eu la main lourde dans la restauration. C'est un article très célèbre, c'est Giù le mani dei nostri monumenti. Mais en fait, dans mon avis, c'est parce qu'il touche à des intérêts très, très sonnants et trébuchants d'une certaine classe dirigeante qui va faire des bénéfices énormes du lotissement des anciens secteurs des fortifications. Alors, j'ai jusqu'à quel... On a commencé. On est en retard ? Alors je vais vite. Bon, je vais vite. Juste pour vous dire, là, dans ce front de la conservation, rapidement, d'un cas sporadique, ça va passer à quelque chose de plus national en Italie, en vous montrant un article important de quelqu'un qui s'appelle Corrado Ricci, qui est un historien de l'art et qui par la suite, très peu de temps après, prend la direction des Antiquités et Beaux-Arts, c'est une sorte de ministre de la Culture avant l'heure, si vous voulez, en Italie, et qui publie dans une revue très diffusée, donc vers un public assez large et cultivé, Emporium, cet article Per la bellezza artistica d'Italia, où il va dénoncer les attaques au patrimoine italien, et ces attaques, c'est pas forcément à ce qu'on peut imaginer comme des monuments insignes, c'est la Pinette de Ravenne, donc c'est une forêt, c'est des chutes d'eau, et c'est les remparts de Luc. Et là, ça me permet de mettre en avant un dernier argument, c'est que non seulement on va mobiliser tout un ensemble de gens, et les deux premières personnes qu'il cite, c'est Carducci et D'Annunzio. Alors peut-être que pour les gens qui ne connaissent pas très bien l'Italie, ça ne parle pas, mais Carducci, c'est le premier prix Nobel de littérature italien, et D'Annunzio, c'est une star internationale à l'époque, c'est un grand écrivain. Voilà, donc on passe toujours par l'art et par la littérature comme vecteur de patrimonialisation et de légitimation de ces lieux-là. Des architectes importants, Boni qui est une sorte d'archéologue un peu dilettante qui a beaucoup œuvré à Rome, et Rosati qui est un homme politique, un sénateur, un intellectuel et juriste, qui va être à l'origine des premières législations italiennes sur le patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit ses arguments, c'est que pour lui, il faut défendre une fortification comme un tout organique. Lui ne va pas parler des portes, des monuments les plus travaillés, mais vraiment de la solidité de la défense, de ce caractère austère. Il insiste sur le fait, déjà à l'époque, que si on veut préserver une fortification, il faut la penser comme un ensemble, comme un tout, et ne pas si vous voulez, la découper en tranchées, en vestiges archéologiques. Et pour lui, c'est cet ensemble qui fait monument. Donc là, on a vraiment la présentation de fortifications comme de monuments, mais dans leur caractère organique. J'ai encore 5 minutes ? Non. Ok. Bon, ben voilà. Alors si j'avais eu plus de temps, je voudrais montrer ce qu'on peut préserver et sous quels arguments. Mais en fait, ça n'a pas marché parce qu'on a rarement préservé l'entièreté. En général, à Bologne, on a préservé que les portes parce qu'on considérait que c'était les parties artistiques. Souvent, on a ouvert, comme à Rome finalement, et noyé, comme dans le nord de la ville de Rome, dans l'urbanisme, et donc tout cela s'est perdu. Ou quand on a préservé, c'est juste une phrase, moi j'aurais aimé finir avec un exemple très intéressant qui est celui de Fès au Maroc. Vous allez me dire, je change de continent, mais pas tout à fait, parce que Fès au Maroc est une ville dont l'urbaniste Henri Prost a été pris de Rome, formé à la Villa Médicis au moment où est formée la Passeggiata Archeologica, et où on veut préserver la Médina. On ne veut surtout pas faire sous Lyoté au Maroc ce qu'on a fait en Algérie, et on préserve la Médina et les enceintes, et on va construire la ville nouvelle à côté, mais ça va tellement être un marqueur unique qu'en fait on ne se rend pas compte que beaucoup ont été refaits à l'époque. Et donc aussi on va beaucoup construire dans le style. Ça c'est une porte de 1916, mais vous lisez sur Wikipédia qu'elle date du XIIIe siècle.
Donc, on va en fait, quand les rares exemples de conservation vont induire une sorte d'effet un petit peu pervers de masque, de cristallisation d'un paysage qui en fait a été très largement reconstruit.